Je suis sculpteur, je m'appelle NH Vieuerel. Donc, je suis dans la Nièvre depuis 20 ans et j'ai commencé mon activité il y a 50 ans. J'ai appris dans une école de beaux-arts, mais après, les deux grands maîtres, veut dire que je les ai pas connus, c'était Bourdelle et Ingres. D'ailleurs, j'avais même fait, pas une blague, mais quand on a eu le chantier de la cathédrale de Montauban, quand je suis arrivé là-bas, les gars me demandaient « Qu'est-ce que vous cherchez à Montauban ?» J'ai dit « J'ai deux copains ici qui m'ont appris le métier, c'est Bourdelle et Ingres. » Donc, ils ont commencé à rigoler. C'est un des ateliers, parce qu'en fait, ici, on a 2 ateliers, voire 3 ateliers, et on est venu ici pour les grands espaces, donc, parce qu'on a aussi des ateliers dans la région parisienne, mais on cherchait des grands espaces et on a choisi la Nièvre. On travaille déjà essentiellement en appel d'offres, donc c'est les monuments historiques, et bien sûr, je fais aussi de la création, mais toujours en monumental, donc des grandes pièces. Les plus grandes pièces que j'ai fait, c'est la France impériale sous le Louvre, 180 tonnes, et là, je viens de terminer une statue équestre de 80 tonnes, la reine Maria de Hohenzollern, la reine romaine. Le problème à l'origine, c'est que donc petit à petit, le calvaire a pris de l'angle et le sol était donc à restabiliser. Donc il a fallu tout démonter, refaire des fondations qu'on appelle cyclopéennes avec des gros blocs de rochers et remonter ce qu'on appelle l'emmarchement. On voit, c'est une succession de 3 niveaux de pierres qui constituent la base du monument. Maintenant, cette base, maintenant qu'elle a été rétablie, le monument peut être remonté dessus sans problème. Elle est stable. À 90%, on a réutilisé les marches existantes qui ont été complétées par 2 pierres calcaires, là où les pierres initiales étaient trop dégradées. Et le tout a été remonté avec un mortier de chaux. Sur cette base-là va être successivement posé le socle qu'il y avait, qui est en calcaire plus foncé, puis le dé inférieur, qui est la partie sculptée que l'on connaît, puis le dé supérieur, qui est également une partie sculptée avec des statuettes en relief. Au-dessus de ces 2 dés inférieurs et supérieurs, va être mis la colonne, qui est changée puisque la précédente d'origine était fendue. Et la nouvelle colonne, c'est un cylindre tronconique, va être remontée. Puis au-dessus de cette colonne, on va avoir successivement une bague, le chapiteau et la croix proprement dite, tout en haut. C'est le calvaire d'Antien, en fait, c'est le plus beau calvaire de la Nièvre. Et donc c'était un appel d'offres, bien sûr. Et heureusement, on l'a gagné. Après, bien sûr qu'il y a eu plusieurs, vous savez très bien comment ça se passe avec les appels d'offres, on n'est pas les seuls, c'est 3, 4, 5 candidats. Et bien sûr qu'on a eu la chance de pouvoir le gagner, et surtout qu'on n'est pas loin de Antien, on est à une vingtaine de kilomètres de ce lieu-là. 1500 et quelques, 36 d'ailleurs, je pense que c'est signé, on a la date et la signature de l'artiste, mais on peut dire que c'est un baroque nivernais, donc parce que les artistes étaient faits par un sculpteur local, donc bien sûr que c'est pas le baroque qu'on connaît à Paris, le baroque classique, quoi. Donc sur ce calvaire-là, nous, la partie la plus intéressante, c'est la partie haute. Donc c'est la bague, le chapiteau et la croix. Le reste, c'est juste de la restauration. On a juste 2-3 greffes. Et bien sûr, quand on dit la restauration, il y a tout le nettoyage, la consolidation, le agréage de cet élément-là. Il était impossible de réutiliser la pierre d'origine, qui est un calcaire plutôt tendre, qui était prélevé dans le village d'Antien, qui est juste à côté. On sait que à l'époque, les pierres étaient lourdes à transporter et les pierres donc le transport était cher. Donc en général, c'était une journée de char à bœuf et c'était dans un rayon de 15 km autour du bâtiment ou du monument. Là, ça tombait bien.
Aujourd'hui, on n'a plus ces contraintes, et donc il a fallu élargir le rayon pour trouver une carrière susceptible de fournir la pierre. C'était la pierre de Antien. Donc cette pierre-là, la carrière elle n'existe plus. Donc on a fait le choix de l'architecte, ils ont choisi une autre pierre. Et les seuls éléments qui sont dans la même pierre, ça va être les greffes sur l'ensemble des petites greffes qu'on a récupérées de la colonne qui va être remplacée. Une fois qu'on a gagné l'appel d'offres, on est allé dans l'église, parce que dans l'église, il y avait tous les éléments cassés, ça veut dire le chapiteau, la bague et la croix. Donc on l'a amené à l'atelier, on a collé les morceaux qu'on a pu coller, et on prend l'exemple du chapiteau, c'est l'exemple le plus concluant, pour montrer que pratiquement il restait pas grand-chose. On part déjà des éléments existants, parce que là vous avez quelques éléments qui vous montrent la volute, quelques éléments du décor, et donc à partir de ça, on l'a moulé. Là vous avez le moule. On a fait un tirage en plâtre, voire 2 tirages pour le faire entier. Et une fois qu'on a fait ce tirage-là en plâtre, on a commencé à faire un modelage en plastiline en partant des éléments existants, et on a fait sur chaque face de chapiteau, on a fait une variante. Et après, le choix final, c'était l'architecte qui a décidé, on va choisir cet élément-là, cette face-là, et à partir de là, on l'a fait en taille. Le calvaire avec le temps, a été érodé, et donc quand on veut reconstituer les parties manquantes, ça fait appel à des recherches en histoire de l'art. Et ça, on a la chance d'avoir, c'est pour ça qu'on l'a choisi, un sculpteur émérite qui a travaillé pour le Louvre notamment, et avec sa femme qui est historienne d'art aussi, il y a toute une recherche, une réflexion sur le bras était-il dans cette position, là avait-on une œuvre ou une volute, etc. Et c'est ensuite la responsabilité de l'architecte des monuments historiques de trier parmi les différentes options en se disant c'est celle-là le plus plausible. C'est pareil, sur la bague. La bague aussi, elle était cassée en plusieurs morceaux. Le seul élément qu'on avait, c'était la prudence. Et donc l'architecte en chef, il a conclu qu'il s'agit de les 4 vertus. Donc j'ai fait des recherches pour savoir quelles sont les 4 vertus. C'est pareil, on a moulé cet élément à la moitié, le moule, le tirage en 2 fois, et après on va commencer à modeler, à faire des recherches sur la prudence, les éléments, la symbolique de la prudence, le courage, vous avez la justice et la tempérance. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à tailler. Donc là, c'est la première étape de la taille sur le bloc. On voit très bien ici le courage avec le lion, le personnage qui le tient par la queue. Donc c'est pareil, il y a eu tout un travail de recherche, et bien sûr on s'est inspiré aussi de l'élément de calvaire qui est à l'extérieur. Dû à la réflexion et avec le temps, on a trouvé que entre la bague et le chapiteau, donc on a créé un autre élément pour justement mettre plus en valeur la bague avec les 4 éléments. Donc là, j'ai fait le modèle. La seule chose que j'ai ici que je peux vous montrer, c'est le zinc. Vous savez que l'architecte a décidé, donc entre le chapiteau et la bague, il y aura cet élément-là. Donc là, c'est ce qu'on appelle nous un zinc pour tirer. Ça veut dire que ça, c'est le profil de l'élément qui viendra ici. Nous, on l'a fait d'abord le dessiner. On a fait un zinc. Et après, on l'a tiré sur
ce qu'on appelle on traînait sur un arc de cercle, un plâtre, et après on l'a coupé, on a créé cet élément-là qui pour l'instant il est chez le tailleur de pierre pour le tailler. Donc ça c'est un élément qu'on a apporté en plus, avec l'architecte, on s'est mis d'accord, on a dit que pour le mettre en valeur, je pense que dans le temps, il y avait encore un élément entre ces deux, parce que quand on regarde en bas, la bague elle était un peu trop cachée. Donc du coup, entre ça et la bague, on a créé cet élément-là, donc il vient à peu près comme ça. Donc la sculpture elle s'est enrichie au fur et à mesure. Donc sur la croix, il y a eu le côté Christ, il y a eu moins de recherche parce qu'on avait quasiment 90% d'éléments existants, donc des informations. Ce qu'on n'avait pas, c'était le côté vierge. Donc sur le côté vierge, il y avait plusieurs questions. Donc déjà la partie haute. Sur la partie haute, on avait l'ange. Et donc c'est pareil, j'ai cherché dans les textes, et en fait, l'ange, il tient le voile, la couronne et la bague. Donc ça, j'ai trouvé dans les textes, et bon, ça a été confirmé. Et il restait la partie basse, donc de la Vierge, qu'on voit ici. Et là, il y a eu beaucoup d'éléments qui manquaient. Donc tout ce qui est le parti drapé, c'est pareil, on a fait des tirages, on a fait des moules, et on a refait le drapé. Après, il restait un peu plus, il y a plus de recherche, c'est la partie haute. C'est le visage de la Vierge et le Jésus. Donc sur cette partie-là, j'ai fait beaucoup plus de recherches, donc j'ai plusieurs variantes. Pour l'instant, j'ai seulement dégrossi, donc là c'est avec la technique de la taille directe. Et il reste à décider si on s'approche d'un visage plus qui est sur l'élément qui reste sur l'ancien. Le Jésus, on le fait, il tient avec le bras, il tient la Vierge. Qu'est-ce qu'on lui met? On va lui mettre une sphère dans la main ou un raisin. Donc là, il y a encore de recherche à faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des étapes d'épandage. Ça, c'est que l'épandage du Christ. Après, j'ai d'autres éléments. Ça, c'est parce qu'ils sont restés là. Ça, c'est le dessin, l'épandage du bras de la croix. On a beaucoup d'étapes avant d'arriver à ce que j'ai dit. Il y a toutes ces étapes-là d'épandage et des dessins. Ça, c'est par hasard, je n'ai que deux, mais normalement il y en a plusieurs. Et bien sûr que on fait aussi du dessin. Bon, après, tous les sculpteurs ne dessinent pas. Avant de commencer à rentrer dans les détails, vous mettez sur le bloc, regardez, ça répond un petit peu le premier dessin. Après, sous le bras, c'est pareil, on a fait un dessin. Donc on le positionne sur le bras et on fait l'épandage, ce qu'on appelle nous l'épandage. Et avant de faire ça, il y a aussi des dessins. Donc on fait bien sûr il y a des livres, il y a des dessins, il y a plein de choses avant d'arriver à l'étape qu'on a vue tout à l'heure. Ici, on est sur une taille directe. Ça veut dire que on a le modèle, on regarde, on peut aussi de temps en temps prendre des cotes, mais on est beaucoup plus libre que la mise au point. Ça veut dire que il y a aussi un peu de liberté. Là, ce qu'on disait par rapport à la pierre, c'est une pierre tendre, mais dans cette pierre tendre, il y a aussi des parties qui sont plus dures. Par exemple, ici, la pierre, elle est beaucoup plus ferme que si je tape, je ne sais pas moi, si je tape ici. Donc, il n'y a pas un côté homogène à 100% sur l'ensemble. Donc dans la pierre, tu as des parties plus dures, plus tendres. C'est aussi en fonction des lits d'extraction, parce que les pierres, c'est un sédiment. Ça veut dire que c'est le sable qui a été compressé et tu as des parties, et la pierre, elle est horizontale.
Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des pas. Là, on voit bien qu'elle est plus ferme. Donc quand elle est plus ferme, bon ben, moi je change, je prends une massette plus dure, plus lourde. Et j'ai aussi Donc là, on était sur la technique de la taille directe, comme sur le chapiteau, la base. Et le côté Christ, comme on avait, le modèle, il était beaucoup plus exact, donc on n'avait pas beaucoup d'interprétation. On a choisi la technique de la mise au point. Un appareil qui a été créé, qui a été inventé vers 1838, et c'est pour copier, pour reproduire fidèlement le modèle. Ça veut dire qu'on va aller chercher des points là sur le modèle. Allez, on cherche un point ici avec cet appareil. Une fois qu'on a posé les trois chiffons, comme on disait tout à l'heure, après on prend l'appareil, on le pose sur le modèle. Donc là vous avez, comme je disais, donc il y avait deux blocs où on posait les deux chefs-points, que je les ai enlevés, et vous cherchez le point. Donc là, moi je suis dans la deuxième étape. Donc là j'ai abandonné l'appareil, et à partir des points que j'avais, je commence à faire la finition. Ça veut dire que j'essaie de pousser le modèle un petit peu plus lent, parce que justement le modèle existant, il était effacé. Ça fait quand même 3 siècles, donc il y a des éléments qui ont disparu. Le calvaire, il est très très haut. Ça veut dire que cette partie-là, elle vient sur la base et sur les marches. Ce point-là, il se trouve à peu près à 1,80 m. Et à partir de là, donc vous avez cet élément, c'est la base de la colonne. Ça veut dire que là, vous avez une colonne. Après, vous avez la base, le chapiteau et la croix. Ça veut dire que ça monte, je sais pas, à 5-6 mètres. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout ce qu'on appelle, nous, la restauration. Ça veut dire que c'est le nettoyage, la consolidation. Dans le nettoyage, vous avez le nettoyage primaire, vous avez le nettoyage par micro-abrasion, après vous avez la consolidation, après vous avez le ragréage, donc il y a tout ce qui est micro-fissures, tout ça, et après la dernière étape, c'est des greffes. Donc on a posé, là vous avez une greffe. Donc on a choisi, comme la colonne, on l'a refait. Donc ils ont coupé dans la colonne les terres de pierre et on a pris un morceau et on a fait une greffe ici. Par exemple, ça c'est neuf. Donc ça, et peut-être il y a eu toutes les restaurations, les consolidations. La seule chose qui va être améliorée, c'est de terminer, faire une finition ici, et peut-être si j'ai le temps de refaire la tête du Christ. Mais pour l'instant, on a fait juste un seul modelage, donc il y aura plusieurs modelages, plusieurs recherches, et de s'approcher de l'atmosphère de l'ensemble. Et c'est les deux éléments en pierre neuve qui vont être refaits sur cette partie-là. On va garder comme ça, bien sûr, il y aura les joints, il y aura la pose, il y aura plein de choses à faire, mais au niveau du traitement de la surface, les surfaces, elles vont rester comme ça.
Donc le projet, il a duré 12 ans, donc peut-être avec les ciments, un an pour le réaliser, ça va faire peut-être 12-13 ans. Et en fait, ça a pris beaucoup de temps parce que c'est une association qui s'est créée, donc il fallait trouver l'argent, il fallait convaincre les institutions qui s'occupent de la DRAC, plein d'institutions qui soient d'accord pour voter ce projet-là. Et à partir de là, il y a eu l'appel d'offres, donc ça a pris 12 ans. Et on a décidé, du moment où on a décidé, il fallait le faire en 2 mois. Donc heureusement qu'il y a eu d'autres histoires entre-temps et qui nous a permis de prendre beaucoup plus de temps. Et heureusement parce qu'on a pu prendre notre temps, et surtout comme on n'était pas loin, donc ça permet quand même de voir bien toutes les étapes, de faire des recherches, de faire des études. Mon recherche, je les prends d'abord à partir des indications qui sont sous les éléments existants. Donc ça, et après c'est l'histoire de l'art, l'histoire de la région et l'expérience. Je pense que l'expérience joue aussi un rôle très important dans ce travail-là, dans ce métier-là. Bon, apparemment, c'est le seul calvaire et le plus intéressant de la Nièvre. Donc on ne trouve pas, parce que c'est pas les grands calvaires, c'est en Bretagne. Donc en Bourgogne, vous avez des calvaires, mais beaucoup plus simples. Donc c'est le plus beau et le plus intéressant qui est resté. On a abouti en 2025 à ce que le chantier soit entrepris. Donc actuellement, on voit que le calvaire est démonté et il devrait être remonté, restauré, a priori, je pense, vers Pâques 2026. Pour la pierre tendre, en fait, dans l'atelier ici, il y a des centaines de milliers d'outils. Mais pour la pierre tendre, parce que vous avez des outils pour la pierre tendre, pour la pierre dure, pour le marbre, pour le bois, pour le granit, pour le bronze, pour le modelage, il y a des dizaines de centaines d'outils. Ici, on est sur une pierre tendre. Donc, sur les pierres tendres, ce qu'on utilise, d'habitude, on utilise des outils à manche en bois que les sculpteurs sur bois utilisent. Donc ça, c'est des outils différents. Ça, c'est des gouges. Vous avez des outils plates, vous avez des râpes, après, vous avez des outils un peu plus spéciaux vous avez les compas, vous avez des éperons, vous avez des râpes. Après, vous avez des massettes et des maillets de taille et de poids différentes pour faire quand on fait les petites finitions. Donc ça, c'est en bois. D'ailleurs, je pense que ça servait à autre chose. Des massettes et plein râpes et plein compas droit, compas toute taille et toutes dimensions. Je pense que c'est comme l'interprétation, c'est comme un dirigeur d'orchestre. Je veux dire, quand il y a une interprétation, je pense qu'elle n'est pas fidèle à 100%. Il y a quand même une part de dirigeur de l'orchestre. Je pense qu'il n'est pas... Donc c'est pareil pour la sculpture. Je pense qu'il y a aussi une partie de l'interprétation de l'artiste. Parce que moi, je vis au 21e siècle. Celui qui l'a fait, c'était au 18e ou au 11e siècle. Je pense qu'il y a aussi une part d'interprétation. On ne peut pas le copier fidèlement. C'est ce qui fait la richesse de l'œuvre, en fait. Ce qui fait, oui, chaque période, chaque étape, apporte quelque chose. Et je pense que c'est très positif. Même si certains ne sont pas d'accord avec cette approche-là. Alors cette maison qui est ici est supposée être la maison du tailleur de pierre, sculpteur, qui est à l'origine du calvaire. Alors on est en 1756, le calvaire sera terminé en 1760. On ne sait pas si c'est un certain Cavron ou Boisdon. L'auteur, la sculpture n'est pas attribuée. Ce qui est intéressant avec ce calvaire qui n'a que finalement que 2 siècles et demi, c'est qu'il a déjà une belle histoire. L'origine, on la connaît, c'est une commande faite par un chanoine, vraisemblablement de la collégiale de Varzy. Et la commande n'a pas été suivie du solde du paiement, puisque le malheureux chanoine, entre-temps, soit était à court d'argent, soit avait disparu. Donc l'histoire s'arrête là, le calvaire a été terminé et il a été gardé sur place. Ce calvaire était déjà en danger puisque les révolutionnaires venus de Corbigny avaient décidé de l'abattre. Les hommes étaient aux champs
C'est les enfants qui, en sifflant, ont averti les mères qui étaient dans le village, qui se sont regroupés autour du calvaire pour le défendre. Et finalement, ça a dissuadé les enragés de terminer la besogne. On était en pleine croisade anti-religieuse, révolutionnaire, du passé faisant table rase. Tous les signes de l'Ancien Régime, de la religion étaient détestés. Là, nous reposons en fait le pilastre, du coup, une fois restauré, qui sont partis des ateliers NH et de l'entreprise d'Agua. Et là, on repose à l'identique, comme elle était orientée à l'origine. Voilà. Et on pose sur des petites cales, on ajuste. On a commencé en fait début d'après-midi. Et là, pour aujourd'hui, on va finir de régler, de ficher, couler les pierres, pour ensuite poser la deuxième partie demain. Le dé et la croix, la colonne et la croix. Et bien là, je couline le joint de la pierre pour remplir jusqu'en haut. Voilà. Les endroits les plus inaccessibles. C'est en fait, comme on ne peut pas ficher avec une langue de chat et du mortier partout, il y aura des vides. Ça permet de combler partout où on ne peut pas accéder. Voilà. Et après, on fait les joints de finition à la fin. C'est pas tout à fait niveau, moi je suis un peu plus haut. Vous êtes pas mal, bon pas. Un petit peu, oui. On descend un peu. À l'avant-projet, c'est-à-dire le démontage de l'ensemble du calvaire pour ensuite attaquer une restauration d'un nettoyage en atelier. Et l'intérêt, c'est aussi la pose de tout le calvaire à l'identique, une fois entièrement restauré. Donc on voit le projet avant, il y a aussi pendant et après, l'évolution, qui est très intéressante. Et c'est du travail très technique, qui demande d'être très méticuleux un petit peu sur les protections, pour éviter de se casser les sculptures, les moulures, etc. Donc ça demande beaucoup de précautions. Le démontage de la colonne, en fait il y a des goujons à l'intérieur de la colonne et j'ai demandé au chauffeur de mettre un peu en tension avec les sangles. J'ai coupé la disqueuse parce que le joint n'arrivait pas à s'enlever et à un moment donné la colonne, elle a décollé. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blessé. Mais bon, c'est les risques du métier. Voilà. Donc là on a un protocole qui nous a été transmis par l'architecte avec un dessin et un croquis pour la
l'endroit précis où percer. Donc on va effectuer des perçages en diamètre 12 si ma mémoire est bonne, 12 ou 14. Et on va venir donc mettre des tiges filetées en inox à 4 points pour répéter exactement la même chose dans le dé sommital pour qu'il y ait vraiment une fixation, on va dire, pérenne de la partie du fût de la croix. Il y a 5 points d'ancrage, 1 point axial et 4 points qui sont répartis également sur la base. Alors le scellement, c'est des cartouches de scellement qui ont été préconisées par l'architecte. C'est des cartouches de scellement chimique. Bah là en fait on a scellé les barres en fibre à l'intérieur du fût. Et du coup j'enlève l'excédent en fait de scellement qui est ressorti quand on a inséré les barres en fibre. C'est des résines en fait un peu comme des résines époxy qui sont très adhérentes et qui résistent dans tous les milieux et qui sont compatibles avec la pierre et qui ne font pas éclater les pierres. Il faut qu'on coupe les tiges, on va les présenter en haut. Comme ça au moins on est sûr d'avoir le bon anthrax. Je vends plus pour les cendres. Ah bah, c'est pas possible que ce soit bon là. Hein? C'est pas possible que ce soit bon, on n'est pas au fond. Hein. Non? Il y a un problème. Vas-y, Faut la grôler, les gars. Ah vas-y, elle va descendre là, elle descend. Là, On y est? vas-y, descends, moule. C'est bon les gars, vous pouvez monter. Manu, enlève la sonde là. En fait, ce qu'on a fait pour pouvoir la régler de niveau, étant donné qu'on ne peut pas mettre un niveau sur le fût vu qu'il est vasé, on a tracé un trait d'axe en bas, un trait d'axe en haut, on a mis une règle de niveau, et comme ça en alignant la règle et nos deux traits d'axe, on arrive à savoir si on est dans les axes et si on est niveau ou non. Je te la laisse régler. Gentiment, stop. Ok. Ce qui aurait été bien, c'est de mettre du papier dans les jonctions de là. On a du papier pas mal. Il y a le papier pour On ne sait pas comment elle est. Ça fait que si on pose le niveau sur cette pièce, on va être beaucoup. C'est normal de changer. L'axe ici. Là. Bah, commenter non. Quand c'est comme ça, là, ça me donne encore à tourner, alors que là on est bon.
Attends, on va essayer avec les maths, faire des repères mathématiques, parce qu'ici, si on se dit C'est sympa. à l'œil comme ça, tout fait bien. Franchement, Une fois que c'est fondu, tu prends la louche, tu te mets au-dessus du trou, tu coules, d'accord? Et toi, tu balances ta barre. Moi, je mets la tige et toi, tu règles le niveau. Peut-être de la main droite, ce serait peut-être mieux. Attends, bouge pas, je fais avec toi. Voilà. Allez, vas-y, coule. Vas-y. Tu t'arrêtes à 2-3 cm du bord. Attention à toi, prends le niveau. Hein? Parfait. Et bah là, on a coulé en plomb la première barre en inox, la première tige filetée, et puis après on va assembler la deuxième partie. On a laissé un petit peu de retrait, comme ça quand on coulera la deuxième partie, ça permettra de rentrer dedans et de créer un élément repris sur les deux parties. Et puis après on va continuer la suite. Le scellement au plomb se faisait parce que à l'époque, au moment du coulage de plomb, c'était le matériau, le scellement chimique n'existait pas, et c'était le matériau qui était le plus entre guillemets malléable et qui servait à maintenir les pièces, à maintenir les assemblages mécaniques, quoi. Ça existe depuis des siècles, oui, tout à fait. C'est pas bien le bordel. Ce qui est important pour nous, donc, c'est tout l'aspect historique, toute la partie donc, sur ce chemin de Compostelle. Donc ça, c'est la partie importante historique. Après, on a toute la partie, si je puis dire, qui est vraiment attachant à notre métier. C'est la partie restauration de tous les éléments en pierre qui sont passés dans notre atelier. Pour la fabrication, notamment la fabrication du fût, et puis après donc la partie que l'on s'exerce à amener au mieux depuis hier, donc la partie remontage à l'identique de l'intégralité du monument. On a le risque mécanique de la pierre, c'est des pierres qui ont vécu, qui ont été extraites, taillées et mises en œuvre il y a déjà
quelques années. Donc il faut qu'on soit très minutieux, très précautionneux, parce qu'en plus on a des parties qui sont très ouvragées, notamment avec les statues, les moulures sur le dé supérieur. Donc ça demande de la patience, de la minutie, et puis notre savoir-faire en tout état de cause pour mettre ça et comment dirais-je, le remonter au mieux. On fait que répéter des gestes qui sont, j'ai envie de dire, immuables depuis la création et depuis que les bâtiments et depuis que les bâtisseurs travaillent. Surtout, nous, on n'a rien inventé, on fait que perpétuer le savoir-faire des anciens. Ici, on a couliné pour la partie inférieure avec de la chaux, de l'eau et du sable, tout simplement. Et après, pour la partie sommitale, on a suivi les recommandations de l'architecte qui nous a fait couler toute la partie sommitale, donc en plomb, voilà, tout simplement. Content que ce soit terminé, bien terminé, puis on attend avec impatience la validation de la maîtrise d'ouvrage pour qu'on soit tranquille.